Oui, du coup, merci pour ton intro et tout ça, c'était super intéressant. Et moi, j'aimerais repartir de certains trucs que tu as dit, notamment, voilà, bon, je vais y venir, notamment tout ce truc, que la crise écologique, c'est pas un hasard, c'est pas un truc qui arrive par hasard comme ça de nulle part, et que en fait, si on en arrive au point où, voilà, il y a des montées des eaux, des fonds des glaces inquiétantes, des montées de température inquiétantes, c'est pas au hasard, c'est pas une action du Saint-Esprit. Si on en arrive au point où il y a tous des hectares de l'Amazonie qui brûlent, c'est une conséquence en fait directe de la manière dont le système capitaliste gère la production, gère la société, gère tout ça. Et voilà, comme tu disais, l'essence même du capitalisme. Non, je parle pas bien dans le micro, je sais pas si. Ouais. Est-ce que tu bouges? Mais voilà, que l'essence même du capitalisme, c'est, comme tu disais, l'expansion du profit. Et l'accumulation à tout prix, même quand ça implique en fait la destruction matérielle de la planète. Par exemple, dans le cas de l'Amazonie, on voit bien que c'est une catastrophe naturelle, etc. Mais pour Bolsonaro, pour toute sa clique de chefs dirigeants d'industrie agroalimentaire, de l'industrie minière, etc., c'est une aubaine parce que chaque hectare en fait déboisé, c'est un hectare potentiel où on peut planter des trucs pour la production agricole, etc. Et donc voilà. Donc on voit bien qu'on ne peut pas compter sur les dirigeants de ces pays-là, sur les élus et tout ça pour sauver. Le micro, je parle pas très bien dedans, hein, c'est pas ouf. Mais bon, pour sauver la planète et tout ça, et que la solution en fait à la crise climatique ne va pas venir en fait des entrailles même du système qu'il a créé. Que voilà, on ne va pas demander aux ceux qui ont allumé l'incendie d'aller l'éteindre après. Voilà, parce que, comme j'ai dit, ils n'ont pas intérêt en fait à ce que le système change, les Bolsonaro, les Macron, les trucs comme ça. Parce qu'ils vont continuer à faire du profit, quand bien même en fait la planète sera détruite, etc. Et voilà, et que ce n'est même pas eux qui vont être les premiers touchés en fait par les catastrophes naturelles qu'ils engendrent. Quand il y a des millions de réfugiés climatiques partout dans le monde, ça n'est pas des dirigeants de pays, ça n'est pas des chefs d'entreprise, ça n'est pas des patrons. Quand en fait il y a des catastrophes sanitaires comme à Flint dans le Michigan où il n'y a plus d'eau potable, ça n'est pas Trump qui n'a pas d'eau potable, ce n'est pas le gouverneur du Michigan, c'est les populations les plus pauvres en fait de la ville. Qui c'est qui est empoisonné au glyphosate, qui a des cancers, des machins, des trucs comme ça, ça n'est pas les dirigeants de Monsanto, en fait c'est les agriculteurs qui travaillent avec ces produits-là, etc. Donc pour toutes ces raisons, c'est ça qui... C'est ça qui montre que ceux qui doivent gérer la manière dont on produit, la manière dont on gère tout ça, ça n'est pas les capitalistes, c'est les premiers concernés, c'est les salariés, les travailleurs, alliés à la jeunesse en fait, et à tous les opprimés de la société. Et que comme tu parlais d'expropriation, moi je suis d'accord qu'il faut exproprier en fait les patrons, etc., que ce ne soit plus eux qui dirigent les entreprises, mais que ce soit ceux qui travaillent dedans, ceux qui y travaillent, et qu'en fait on planifie la production, l'économie autour non plus des questions d'expansion du profit, mais autour en fait des besoins de chacun, etc. Et tout ça, on voit bien que ça n'est pas possible dans un système capitaliste tel qu'il est, et que d'où en fait la nécessité d'avoir ce système, d'en finir avec ce système-là, et de construire en fait un projet de société, D'où la nécessité de construire un projet de société qui soit, moi je pense, un projet de société communiste où voilà, ceux qui dirigent ne sont plus ceux qui détruisent, ceux qui exploitent, mais en fait au contraire les exploités, les opprimés et tous ceux qui en fait ont intérêt à sortir de systèmes capitalistes qui les exploitent, quoi. Voilà, c'est tout un peu ce que je voulais sur les trucs sur lesquels je voulais revenir. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi j'ai juste une question sur la question des communs du coup, parce que vous en avez parlé et on entend beaucoup parler en ce moment de par plusieurs courants de la gauche. Voilà, je ne savais pas si vous aviez d'autres choses, parce qu'il y a un peu cette ambiguïté sur est-ce que c'est un peu une réquisition populaire de la gestion de certaines ressources naturelles, ou alors plus un peu une liberté accordée par l'État de manière un peu magnanime, on imagine mal comment, sur la gestion de ces trucs. Il y a plusieurs versions en fait, donc j'aimerais bien un peu avoir plus d'infos là-dessus. Merci. Déjà, merci pour l'explication. Et ensuite, j'aurais plus une remarque-question à faire. Si vous n'avez pas de la paysannerie, donc ça déjà, ça me touche beaucoup, car moi je suis pas de Montpellier, je suis du Berry, de l'Indre, un département très rural. Et même si les confédérations internationales, ça existe, moi en fait, c'est les contraintes matérielles que je parle pour les paysans. Comment un paysan en fait peut lutter efficacement pour l'écologie, malgré les contraintes, toujours pour ma famille, même pour les autres gens. Souvent, déjà, ils vont pas en manif. Ils font pas en manif, pas parce qu'ils veulent pas. Un paysan ne fait pas en manif, parce que sinon, qui garde les bêtes? Et du coup, en fait, même si tout ça, ça existe, et c'est très bien que ça existe, mais est-ce que réellement, en France du moins,
on peut dire qu'il y a une possibilité de créer ça, sachant que ces gens sont enchaînés à leurs contraintes quotidiennes et qu'ils n'arrivent déjà pas ou peu à se mobiliser. Je prends l'exemple du CETA. Moi, je participais en Creuse, notamment à la dégradation de la permanence de En Marche, et c'est d'ailleurs très distrayant. Et déjà, rien que ça, c'est compliqué. Rien que lutter contre le CETA qui les touche directement, c'est compliqué. Alors, allez leur demander de changer leur fonctionnement, d'avoir un fonctionnement écologique ou de lutter directement contre le capitalisme alors qu'ils sont ancrés en eux, faut bien se rendre compte que c'est extrêmement difficile dans la mesure où ils sont piégés dans un cercle vicieux dont ils sont pour la plupart conscients. Il n'y a qu'à voir le nombre de suicides chez les agriculteurs ou les paysans, il n'y a qu'à se rendre compte du nombre de maladies aussi provoquées par le glyphosate. Par exemple, en Creuse, on est quand même sur un taux de cancer des paysans extrêmement élevé. Ils sont conscients de ça, ils sont conscients de la stérilité des terres aussi. Mais pourtant, ils vont pas aller faire de grève parce que sinon ils meurent de faim, ils vont faire un manif parce que sinon ils perdent tout. Donc en réalité, c'est pas pour moi cette lutte-là pour les paysans, elle est peut-être valable dans d'autres pays avec un autre système de production agricole, mais ça me semble assez complexe de mettre en place en France une antenne suffisamment puissante d'une paysannerie internationale et d'avoir une représentation juste des paysans dans un mouvement écologique massif. Car pour l'instant, si on regarde les mouvements écologistes, on a très peu vu, malheureusement, les agriculteurs ou les paysans, car ils n'ont pas cette possibilité. Donc, du coup, c'est à cela qu'est-ce qu'on répond et qu'est-ce qu'on peut faire pour cette Confédération paysanne internationale ou tout simplement la mobilisation paysanne en règle générale. Un petit commentaire, il y a un point sur lequel j'ai insisté, là, sur la neutralité carbone, moi, qui me semble vraiment important, et c'est ce qui peut-être nous menace plus. Parce que ça crée beaucoup d'illusions. Ça crée beaucoup d'illusions au niveau des politiques, au niveau des scientifiques aussi, au niveau des acteurs économiques. C'est vrai que ces mécanismes de compensation, parce qu'en fait c'est des mécanismes de compensation, quand on voit comment ils sont appliqués, on l'a vu dans la presse tout dernièrement au niveau de la biodiversité, on s'aperçoit qu'en France, alors je ne sais plus combien c'était, 80 ou 90 projets de compensation de biodiversité avaient été appliqués en France. Il y en avait une petite dizaine qui avaient quelques petits résultats, donc c'était absolument négligeable. Et c'est une forme effectivement d'accaparement des ressources, de l'espace par des entreprises qui acquièrent des droits justement et qui finalement privatisent des espaces pour compenser leurs émissions carbone ou leur destruction de biodiversité quand elles font des investissements destructifs. Et ça va à l'encontre justement de ce que un copain évoquait tout à l'heure, de la construction finalement de communs, de biens communs qui seraient donc en gestion collective et en autogestion. Cela étant, je dirais, un peu un axe ou une solution d'avenir. Je voudrais apporter juste une petite anecdote pour illustrer aussi en quoi, c'est un peu pessimiste, mais en quoi il ne faut pas avoir confiance dans les Nations Unies. L'anecdote, c'est la suivante. J'ai travaillé quelques mois en Allemagne à la Convention des Nations Unies contre la désertification. C'est une des 3 conventions environnementales, juste à côté de celle du climat. Et ma chef, qui était une Française, qui est haut fonctionnaire, etc., elle a trouvé le moyen de demander une subvention au ministère des Affaires étrangères français de 30 000 €. Et vous savez ce qu'elle en a fait ? Elle a dépensé 35 000 € de la convention pour acheter une BMW, parce que madame est parisienne, et il fallait qu'elle rentre le week-end à Bonn pour rentrer chez elle, passer le week-end chez elle, de Bonn à Paris. C'est vous dire que dans les structures des Nations Unies, alors moi j'ai dénoncé ça évidemment, je me suis fait virer, mais j'ai dénoncé ça et c'est pour vous dire qu'il n'y a absolument aucun contrôle sur la bureaucratie et la hiérarchie politique des appareils des Nations Unies, y compris dans les conventions environnementales, et qu'il n'y a que la mobilisation populaire, en particulier celle des jeunes, et j'espère qu'elle va déboucher, parce que c'est mon seul espoir,
pour justement qu'il y ait un contrôle et des sanctions sur des pratiques. Bon, alors celle-là, elle est mineure, évidemment, par rapport à... Mais derrière, ça masquait quoi? Ça masquait justement toute cette option que des gens qui sont des politiques dans l'appareil des Nations Unies et dans les conventions environnementales, entre autres, ils négocient avec les milieux d'affaires pour justement mettre en place des politiques comme celle de la neutralité, les compensations, etc., qu'on évoquait à l'instant, en toute collaboration avec le monde des affaires. Hein. Donc ça, c'est... Donc je pense que le contrôle populaire sur le contrôle politique des organes des Nations Unies est, à mon avis, essentiel là-dessus. Autant on peut avoir confiance dans certains scientifiques, mais comme tu l'as dit, les résumés exécutifs, c'est pas forcément les rapports, mais c'est les résumés exécutifs sont revus par les États et donc forcément modèrent les conclusions. Donc Lucas, moi je suis du NPA de Montpellier. Je voulais revenir en fait sur le mouvement pour le climat de la jeunesse que tu as souligné dans ton intro, et c'était très juste. Parce que voilà, je pense que l'écologie, la question de l'écologie et de l'urgence climatique aujourd'hui, c'est une question centrale dans la jeunesse. Notamment parce que voilà, quand on est jeune en fait, on est victime d'une absence de perspective qui est assez folle et qui est très déprimante. Et toute la journée, on entend parler de catastrophes naturelles, d'un futur dans lequel l'environnement sera très dégradé et d'un futur d'exploitation en fait par la casse de nos acquis sociaux là, comme les retraites par exemple. Vas-y un peu, non? Un petit peu, mais non, au contraire, bien. Faut pas et donc voilà, malgré ces perspectives qui sont vraiment démoralisantes et désespérantes, quoi, on a vu là toute l'année que la jeunesse, elle était à l'avant-garde de cette mobilisation pour le climat à l'échelle mondiale, même si en France c'était un peu plus petit que dans d'autres pays, c'était quand même une mobilisation mondiale et en France quand même assez importante. Il y a eu des manifs je crois pas dire de bêtises, à 40 000, 50 000 à Paris, ce qui est quand même costaud quoi. Et donc voilà, et donc cette mobilisation, elle avait des aspects novateurs importants qu'il faut souligner et qui sont pour le coup enthousiasmants comparés à la situation objective. C'est-à-dire le nombre, mais aussi les modalités d'action. Donc l'idée de la grève qui est revenue, donc qui est quand même la première arme des travailleurs et du mouvement ouvrier dans ce mouvement. Mais je pense que si on peut se réjouir de ce mouvement et de cette mobilisation des étudiants et des étudiants, surtout de la jeunesse et en France surtout des lycéens, il faut quand même souligner que ce mouvement qui dure du coup depuis plusieurs mois, il se heurte à des limites stratégiques qui l'empêchent en fait de gagner et d'obtenir quoi que ce soit. La principale, je pense, c'est que dans le mouvement, il y avait une dimension très importante d'interpellation des élus et des gouvernements, comme si en fait ces élus, ils n'étaient pas conscients de la catastrophe climatique et de l'urgence climatique qui nous entoure, et on pouvait leur ouvrir les yeux, ils allaient se rendre compte et ils allaient agir contre. Alors que ces élus, en fait, sont pleinement conscients de la destruction de l'environnement, parce que cette destruction de l'environnement, elle est faite principalement par les grands groupes industriels et par les capitalistes, qui, en fait, sont défendus par nos élus, et donc ça n'a pas dans leur intérêt de prendre à bras-le-corps la question de l'urgence climatique. Du coup, en face de cette position des élus, en fait, qui sont là que pour garantir la sauvegarde des intérêts capitalistes, je pense qu'il existe une nécessité de se doter de mesures pour lutter concrètement pour l'écologie. On en a parlé tout à l'heure avec l'expropriation, par exemple, des secteurs de l'industrie, des secteurs de l'énergie, l'expropriation des grands groupes industriels, les transports en commun gratuits, des mesures comme ça d'ampleur et réelle. Et c'est ça qui a manqué à la jeunesse en fait. La jeunesse qui se mobilise aujourd'hui, ce qui lui manque, c'est un ensemble de mesures très concrètes qui forment un programme clair, qui remettent en question à la fois la question du contrôle de la production et du capitalisme. Parce que voilà, la question de l'écologie, elle ne peut pas se régler sous le capitalisme. Donc tant que le mouvement pour le climat ne se constituera pas réellement anticapitaliste donc bon, vous avez compris. Voilà.
Oui, là, sur les limites, alors déjà sur le rapport du GIEC, c'est pas la science infuse non plus le rapport du GIEC, parce que le rapport du GIEC, c'est le GIEC a été créé par le G7, et c'est finalement l'ONU qui donne un cahier des charges aux experts en leur disant voilà, il y a différents scénarios de croissance et dites-nous ce qui va se passer, s'il y a une bonne croissance économique, etc. Parce que leur seule préoccupation, c'est la croissance. On en entend parler de la croissance du soir au matin les immatriculations augmentées, bonne nouvelle. La température augmente, c'est bon. On vend des avions, c'est vachement bien, et puis finalement, il faut ne prenez pas l'avion, parce que bon, voilà. Et donc, il y a une culpabilisation, et donc il faut que le mouvement, il sorte de cette culpabilisation, parce que ce qui a été dit sur toutes les arnaques, sur les compensations, c'est-à-dire, oui, on va pouvoir produire plus, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on va compenser. On arrache des arbres partout, mais on va en planter d'autres. On peut acheter des droits à polluer, des droits à produire du carbone, parce que s'il y en a qui en produisent moins, finalement, on va pouvoir en acheter. Donc, il y a même un marché spéculatif là-dessus, donc on marche sur la tête. Donc on doit être obligatoirement anticapitaliste si on veut être contre ce qui est en train de se passer. Et donc tout ce qui est un geste pour le climat, tous ces trucs-là, quand vous vous lavez les dents, faut pas, bon voilà. Il y a 80% de la consommation d'eau en région parisienne c'est pas les habitants, c'est l'industrie. Donc toutes les pollutions, etc., ça vient de là. Et toute l'artificialisation des sols, qui est un truc vachement grave quand même, parce que quand on a fait un centre commercial, on va pas ensuite pouvoir remettre de la terre végétale pour aller... voilà. Et donc les Bouygues et compagnie, ils sont aux manœuvres, toutes les multinationales du BTP, pour nous faire croire que on va pouvoir construire, mais c'est pas grave, parce que du moment qu'on va végétaliser un peu plus les centres commerciaux, tout ça va... Non, ça c'est de la connerie. Donc il faut qu'on arrête avec ce genre de truc. Et je termine avec ça, la situation elle est même plus grave que ce qu'on nous dit. Parce que le 1,5 degré, c'est pas la science infuse, c'est un résultat comme ça, mais en fait la température elle doit augmenter vachement plus, parce que cet été dans la région, il y a eu le record national, le record il a été explosé de 2 degrés, donc c'est pas rien quand même, et il a fait très très chaud pendant plusieurs jours. Donc la situation elle est plus grave que ce qu'ils nous disent, un peu comme à Rouen aussi, c'est encore plus grave, etc. Bon. Donc il faut qu'on arrive à expliquer tout ça, au sein du mouvement, parce que sinon on va avoir des attitudes où c'est un petit geste de chacun qui va faire non, c'est pas ça du tout. Il faut vraiment abattre le système, parce que sinon on va tous passer à la casserole. Oui, par rapport à l'artificialisation des terres, je voudrais parler d'une lutte locale ici. Bon, d'abord un petit chiffre. Dans le département de l'Hérault, près de 17 000 hectares de terres ont été artificialisés, dur à dire, au cours des 30 dernières années, soit l'équivalent de 52 places de parking par heure. Et donc ici, il y a un projet de construction d'un Décathlon, d'un supermarché Décathlon, pas loin de Montpellier, à Saint-Clément-de-Rivière, et un collectif s'est monté, qui est le collectif Oxygène, voilà, contre le projet Oxylane, qui se bat pour garder ces terres agricoles et faire en sorte que ce troisième Décathlon, alors qu'il y en a déjà 2 immenses à Montpellier, ne voit pas le jour. Donc ils ont des actions régulières. Il y a un site internet où vous trouverez tous les renseignements sur cette action. Oui, alors... je vais peut-être faire directement le lien avec ce que tu viens de dire sur la discussion sur le mouvement climat aujourd'hui, ce mouvement de la jeunesse. Bon, alors c'est vrai qu'on a une vision un peu de travers en France, parce que c'est vrai que le mouvement il n'a pas l'ampleur qu'il peut avoir dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu réellement les grèves scolaires comme il y a eu à l'hiver dernier dans toute une partie de l'Europe. Bon, en grande partie, le climat général quand même de répression policière, de normalisation comme ça, extrêmement
répressive, bon, rend pas les choses faciles. Je pense que on doit vraiment pas sous-estimer cette dimension-là, c'est-à-dire que le fait de criminaliser le simple fait de se retrouver dans la rue, bon, c'est quelque chose qui a forcément un effet globalement, mais qui a un effet, enfin, sur les militants, etc. On le sait bien, mais encore plus sur une série de gens, c'est vrai particulièrement pour les jeunes, et c'est vrai particulièrement dans les mobilisations pour le climat, des gens qui descendent dans la rue pour la première fois. Donc voilà. Mais après, malgré tout, ce qui se passe, enfin, moi, je pense que on peut dire qu'il y a des limites stratégiques. Enfin, tout mouvement a des limites stratégiques et s'en affranchit dans le cours même du mouvement. C'est-à-dire, c'est le fait d'être ensemble, de se mobiliser ensemble, de faire mouvement qui permet effectivement d'avancer. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est intéressant ce qui se passe autour de la question de la grève. Pas juste parce que, bon, nous, globalement, on aime bien la grève. Souvent, on dit, voilà, la grève, c'est l'arme des travailleurs, etc. C'est ce qui permet de bloquer. Je crois que ça va au-delà de ça. Au-delà de ça, et que le fait qu'on parle de grève, des grèves scolaires, et des grèves féministes, ça montre le fait que ce qui est en jeu, c'est pas simplement de bloquer, c'est pas simplement de ne pas faire, bon, fonctionner la machine, etc. C'est de rompre le cours normal des choses. Le cours normal des choses qui implique l'aliénation, l'individualisation, etc. Et je pense que ce qui est important dans la grève aussi, c'est ce que ça permet. C'est-à-dire que quand on sort du cours normal des choses, eh ben, comme dirait l'autre, ça laisse du temps de cerveau disponible pour faire autre chose, pour penser à autre chose, pour réfléchir ensemble, pour imaginer ensemble. Voilà, je crois que cette dimension-là de la grève, elle est portée par la conjonction de ces formes de grève qui sont un peu différentes de ce qu'on connaît, mais bon, mais ça on le sait dans les ceux qui ont l'expérience de grève ouvrière qui dure un petit peu, je parle pas de la grève de 24 heures, il se passe rien, enfin, voilà, mais d'une grève qui dure un peu, c'est que ça arrête le cours normal des choses et que ça permet, c'est tout le champ des possibles qui est permis et qui est ouvert par ça. Bon, sur la question de l'interpellation des élus, des responsables, etc. Ouais, c'est vrai que de toute façon, un peu tous les mouvements font ça, tout le monde, ça, voilà. Tout le monde s'adresse à, je veux dire, on se bat contre la fermeture de Ford, on dit au pouvoir public, etc. Bon, je pense que c'est forcément une phase de la mobilisation et de la prise de conscience que de constater qu'ils ne le font pas. Après, enfin, je veux dire, il y a des trucs jouissifs, je sais, il y a beaucoup de trucs contre Greta Thunberg, mais franchement, comment qu'elle leur cause, ça leur fait du bien, enfin, merde, quoi, voilà. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites contre elle, franchement, faut pas avoir la honte, quoi. Bon, juste, je ferme la parenthèse, non, mais parce que ça m'énerve et que je pense que ça a à voir aussi avec qui elle est, que c'est une femme, une jeune, voilà, que ça a à voir tout un regard, y compris sur la maladie et tout, bon, c'est répugnant et c'est dégueulasse et je veux dire, il n'y en a pas beaucoup qui, avec des situations de pouvoir symbolique bien plus élevées, se permettent ce niveau de saine insolence et bon, voilà, donc, bon. Et après, c'est vrai que je pense que les mobilisations, effectivement, elles ont besoin, au-delà de la protestation générale, de pouvoir s'ancrer. C'est pour ça que je fais le pont avec ce que tu disais. Ça veut dire ne rien laisser passer de tous les projets climaticides. Donc évidemment, toutes les bagarres contre tous les projets inutiles, imposés, petits, moyens, grands, voilà, qui vont détruire des terres agricoles, qui vont rajouter du béton, qui vont rajouter du bitume, qui vaux rajouter des camions aux camions quand c'est des projets d'autoroute, etc. Bon, le fait de faire le pont entre les mobilisations climat un peu générales et l'ensemble de ces mobilisations concrètes, c'est super important et je pense
pense que de ce point de vue-là, il y a un mûrissement, une maturation, on dit, je crois. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire, à l'intérieur du mouvement qui cherche d'autres voies d'action que les marches, etc. Oui, parce qu'il y a tout ce qui permet de montrer qu'on est nombreux, donc ça c'est super important, mais après il y a la possibilité de bloquer effectivement des choses, et de ce point de vue-là, à l'intérieur du mouvement climat, il y a un certain nombre d'actions, enfin franchement, tous on aimerait bien le faire, hein. Je veux dire, les blocages de lignes de lignite pendant 24 heures par Ende Gelände, désolé par l'accent allemand, voilà, mais voilà, où là ils ont bloqué une usine d'engrais Yara, respect quoi, respect, là, ils ont réussi à empêcher le truc de fonctionner pendant un certain temps, bon. Voilà, je pense qu'il y a aussi une radicalisation et une modification, mais dans l'agir et dans l'agir collectif, qui est tout à fait intéressant, mais qui rappelle ce qu'on a connu aussi dans une lutte du même genre, qui a gagné, qui est celle de Notre-Dame-des-Landes. Et à l'intérieur de ça, je crois. Parce que c'est une discussion qui revient souvent sur la question des changements quotidiens, je dirais, hein, qu'il y a toute une partie des jeunes qui insistent sur cette dimension-là. Je pense que nous, on ne doit pas du tout prendre ça à reculons, à rebrousse-poil. C'est pas du tout la même chose quand ça vient d'eux que quand c'est les trucs, enfin, je veux dire, les trucs de Macron sur la bagnole avec ses taxes carbone. Là, c'est effectivement du foutage de gueule. Mais il n'y a pas de mouvement profond et puissant qui ne transforme pas aussi celles et ceux qui y participent, qui ne transforment pas, y compris sa vie quotidienne. L'exemple du féminisme est là pour le prouver, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui a profondément transformé nos vies, nos relations, la façon de se penser, de se regarder les uns les unes les autres, dans nos vies quotidiennes. Bon. Et ça fait aussi la puissance d'un mouvement, et je pense qu'y compris pour nous c'est important parce que ça dit aussi dans quel monde on a envie de vivre. Oui, moi j'ai pas envie de vivre dans un monde où on fout en l'air de la nourriture, vous voyez ce que je veux dire, il y a des choses, non, c'est pas ce rapport-là avec les autres et avec la nature qu'on a envie d'entretenir, et c'est pas ce monde futur qu'on veut construire, donc je pense que c'est important. Alors, après, sur la question des communs, sur la question précise des communs, bon, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui en parlent, qu'avec des graduations un peu diverses, etc. Pourquoi moi ça me paraît une notion qui est tout à fait intéressante et utile, c'est parce que, bon, on voit bien qu'il faut exproprier les capitalistes. Mais après, ça pose réellement la question de comment on va faire. Bon, et pour nous, la question de la démocratie est une question absolument centrale si on ne considère pas que la démocratie, c'est juste un truc où on vote pour des gens, bon alors éventuellement on peut les contrôler un petit peu plus, il pourrait y avoir de la proportionnelle, et puis ils pourraient pas être payés de manière exorbitante, et puis ils pourraient pas cumuler les mandats, enfin bon, voilà. Mais c'est pas seulement ça la question de la démocratie, parce que tout ça, ça parle pas de comment on décide réellement des choses qui sont importantes. Pour moi, la notion des communs, c'est vraiment de réintroduire la démocratie, donc la délibération, la possibilité, voilà, le fait qu'on puisse ne pas être d'accord et qu'il va falloir gérer ça ensemble, et d'inclure la nécessité de prendre soin. Bon. Et donc, c'est vraiment de se dire ça. Enfin, alors, on pourrait utiliser autogestion, mais alors les plus anciens savent que autogestion, ça a été aussi très, très utilisé, très déformé dans un truc, y compris qui quelquefois n'était pas très radical. Donc, mais c'est vraiment cette idée de quelque chose qui soit collectif, qui repose sur une auto-organisation et qui soit capable de réintroduire de la politique et de la démocratie dans l'ensemble des dimensions
de nos vies avec l'idée que oui, on peut choisir et on peut décider. Voilà, c'est un peu pour ça que c'est utile. Alors, sur la question paysanne, c'est vrai, c'est pas vrai ce que tu dis. Enfin, c'est vrai. Je sais. Bon, en fait, on a tous ça. Parce que la société a changé, mais avant il y avait beaucoup plus de paysans, ils représentaient plus de la moitié de la population pendant très longtemps, ce qui fait que tous, d'une manière ou d'une autre, de manière familiale, on a un peu cette connaissance-là. Alors oui, c'est vrai que les contraintes, elles sont extrêmement fortes, mais en même temps, c'est pourri. Mais il y a aussi, une possibilité au sens possibilité que ça se réalise, pas une possibilité réelle aujourd'hui, ici et maintenant, mais de maîtriser son propre travail. Alors je sais que tout ça est extrêmement contraint, à la fois par le crédit agricole, les fournisseurs de semences, de matériel, etc. Et puis de l'autre côté, la grande distribution du côté de l'écoulement des produits. Donc tout ça est extrêmement contraint. Ceci dit, c'est quand même un des secteurs dans lesquels, mais aussi parce que tout ça est terriblement pourri, agit sur la santé dans tous les sens du terme, la santé physique, mais aussi la santé mentale. Bon, qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent à échapper à ça. C'est-à-dire que le nombre de paysans et de paysannes qui se passent en bio, alors pas juste l'histoire de passer en bio, d'avoir la certification, etc., mais qui transforment réellement leur pratique et que ça change effectivement leur vie. Bon, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement plus de possibilités de réfléchir sur ce qu'ils produisent qu'un salarié. Un salarié, il maîtrise rien que dalle, de zéro, de ce qu'il produit et des conditions dans lesquelles il le produit. Donc je pense que c'est moins désespéré que ça, et qu'il y a effectivement, mais aussi parce que d'une certaine manière, je vois ça dépend des secteurs, mais chez les producteurs de lait par exemple, bon, c'était tellement pourri les contraintes, parce que dans les contraintes il y a aussi les soi-disant coopératives, quoi, avoir une coopérative comme moi avec le pain, quoi. Vraiment ça s'appelle coopérative, mais c'est vraiment des groupes capitalistes qui étranglent les paysans. Où là, le fait de passer en bio, de transformer soi-même, etc., on change réellement les conditions d'existence, le sens du travail, ce qui est produit, ce qu'on va laisser aux générations suivantes, etc. Donc, je ne nie pas les difficultés extrêmes, puisque tu dis, tu as raison, hein, sur les maladies professionnelles, sur les suicides, etc. C'est absolument terrifiant. Mais voilà, bon, après, les situations sont extrêmement différentes. D'une certaine manière, c'est compliqué en France, mais c'est moins compliqué que dans une série d'autres pays européens où les exploitations à taille à peu près où on peut maîtriser, ont totalement disparu. C'est-à-dire quand on leur dit qu'on se bat contre une ferme-usine des 1000 vaches, ils disent ah ouais, parce que c'est pas comme ça, parce que toutes les vaches elles sont pas dans des fermes de 1000 vaches. Non, en fait non, ça vaut le coup de se battre contre ce truc-là. Donc on a peut-être un peu plus de points d'appui même d'une certaine manière. Ah oui, ouais, je partage complètement évidemment sur la question de la compensation. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été fait sur, il y a une forme de néocolonialisme hein, dans la compensation, etc. Je voulais juste insister sur un truc, c'est sur à quel point ça, c'est une vision capitaliste de la nature. C'est vraiment l'idée que on peut tout mettre en équivalent argent. Bon, ou en équivalent carbone, mais ça revient même, et que tout se vaut, que tout peut s'échanger. Voilà. Sauf que la vraie vie, c'est pas comme ça. Tout le monde sait tout le monde, les paysans savent que un champ là, c'est pas un champ là que tel animal s'il disparaît, mais ça va pas être compensé par le fait de protéger autre chose ailleurs.
Enfin, voilà. Et c'est vraiment, enfin, la compensation, c'est vraiment, d'un point de vue écologique, une aberration totale, et je pense que c'est vraiment une façon presque caricaturale de montrer en quoi la transformation en marchandise, cette forme d'abstraction capitaliste, est totalement inopérante quand on veut parler d'écologie. Oui, oui, ça a à voir avec ça, sur la question, en gros, la question de l'internationalisme. Bon, mais oui, mais on a eu ça sur d'autres terrains, c'est-à-dire sur la façon dont les capitalistes dominants des pays dominants vont être capables d'utiliser, par exemple, l'écologie, mais c'est vrai sur le féminisme aussi, comme moyen, non pas d'émancipation, non pas d'égalité, de justice, mais comme un habillage d'interventions qui sont effectivement des interventions purement et simplement impérialistes. Alors franchement, le Macron, je veux dire, il est gonflé quand même, parce que je veux dire, l'huile de palme qui est importée par la France, elle est propre, hein. Elle n'est pas le fruit de la déforestation qui est la raison principale de ces incendies de forêt. Enfin, je veux dire, non, mais, enfin, il se fout de la gueule permanente sur tous les terrains. Mais là, sur le truc par rapport à l'Amazonie, c'est juste scandaleux. Mais je crois que le mouvement pour le climat se pense d'emblée et se vit d'emblée comme un mouvement international et internationaliste. C'est-à-dire les journées de mobilisation, elles sont des journées de mobilisation qui sont d'emblée des journées mondiales. Bon, les formes de mobilisation, les mots d'ordre, tout ça participe réellement d'un mouvement global, international et internationaliste, avec une capacité à peu près partout. Alors, pour des raisons objectives, hein, qui sont que ce qu'on appelle les peuples autochtones, les peuples premiers, etc., sont souvent à l'avant-garde des mobilisations parce qu'ils ont préservé justement des écosystèmes particulièrement menacés, qui aujourd'hui sont directement confrontés à l'extractivisme, ce qui fait que ces populations se retrouvent à l'avant-garde des mobilisations, mais c'est des populations qui en général sont quand même extrêmement victimes du racisme dans leur propre société. Or, on voit que il y a toute une série de mouvements ouvriers, etc., qui a eu du mal à intégrer cette dimension-là. Le mouvement pour le climat, lui, d'emblée, donne la première place aux représentants ou aux représentantes, parce que très souvent c'est les représentantes de ces mouvements-là. Donc c'est à la fois un internationalisme, mais aussi un antiracisme, je dirais, vivant et agissant et en pratique. Je crois que je vais arrêter parce que Non, moi c'est pas une question, c'est en fait juste pour dire que quand on parle du monde paysan, il faut quand même pas oublier que le monde paysan est en lutte. Notamment à Notre-Dame-des-Landes, il y a eu des liens très forts entre les gens qui occupaient et les paysans. C'est vrai aussi à Bure. À Bure, on a des camarades qui amènent leurs tracteurs, qui à l'heure actuelle sont au procès, avec des tracteurs de confisqués. Et je pense qu'il ne faut pas oublier quand même une des grandes victoires de notre camp, qui est quand même pour l'instant la lutte sur les OGM, qui est menée admirablement par la Confédération paysanne et les faucheurs d'OGM. Voilà, avec une problématique, mais qui est quand même pour l'instant, pour moi, une victoire de l'écologie, même si elle n'est pas définitive. Et dans l'autre, par exemple, les camarades de la Confédération paysanne, ils interviennent très fréquemment dans l'usine de Monsanto, en rentrant, en foutant un gros bint, en détruisant des OGM. Donc il y a quand même un combat qui a une certaine radicalité et qui est à l'heure actuelle qui bascule aussi sur la lutte sur le glyphosate. Donc voilà, je pense que ce sont aussi des luttes qui sont parfois des petites victoires, parfois même un peu plus. Du coup, bonjour, Cléo du MPA Jeunes Montpellier.
Moi, je voulais ajouter un truc peut-être qu'on n'a pas beaucoup dit, c'est le fait que en fait, les pères fondateurs un peu du marxisme, du socialisme parlaient déjà d'écologie et je me suis noté notamment une citation de Engels, du coup, qui est le grand ami de Marx, qui a coécrit notamment le manifeste du Parti communiste, etc. Parce que je trouve ça qu'on a tendance à l'oublier quoi, quand on parle d'écologie, que déjà, il y a 200 ans, Marx et Engels écrivaient sur l'écologie. Et du coup, Engels, il écrivait « Ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature, elles se vengent sur nous de chacune d'elles. Les faits nous rappellent à chaque pas que nous ne régnons nullement sur la nature comme un conquérant règne sur un peuple étranger, comme quelqu'un qui serait en dehors de la nature, mais que nous sommes en son sein. » Et voilà, moi je trouve cette citation, elle est vachement parlante pour dire que, enfin en tout cas pour moi, et je pense pour nous au NPA, le projet de société communiste, c'est ça aussi, c'est réconcilier l'être humain avec la nature. Et ça passera bien sûr par un mode de changement, un changement de notre mode de consommation, mais surtout du coup un changement radical du mode de production en fait. Et voilà, et du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce mode de production radicalement différent, ce projet de société communiste, il a vachement perdu en crédibilité, il fait pas forcément rêver massivement aujourd'hui, et je pense que c'est on peut grandement blâmer l'URSS de Staline pour cette délégitimation quoi, du projet de société communiste, et que je pense qu'aujourd'hui, c'est important quoi, de dire ces choses-là et de dire que le projet de société communiste, c'est le seul qui peut vraiment régler la crise climatique. Et voilà, et du coup, surtout dans la période où on voit que les gilets jaunes, que les jeunes qui se bougent pour le climat, que les femmes, etc., remettent en question radicalement cette société, moi je pense qu'on a un espace pour affirmer voilà, il y a besoin, enfin en tout cas c'est mon avis, qu'il y a besoin pour changer radicalement cette société d'un grand parti, quoi, d'un parti révolutionnaire. Et je pense qu'un parti révolutionnaire, ce serait le LDA, ce serait avec des membres de lutte ouvrière, ce serait avec des secteurs, justement, des gilets jaunes, des travailleurs, des jeunes pour le climat, des femmes, etc. Et enfin voilà, que moi je pense qu'il faut construire, c'est le moment quoi, de construire un grand parti révolutionnaire et mettre en place cette révolution, cette société communiste. Oui, t'as bien fait de rappeler cette belle citation d'Engels, parce que c'est vrai qu'elle est un peu oubliée. Les choses sont parfois un peu obscurcies parce qu'on trouve chez Engels et chez Marx ça, et puis parfois des choses qui sont un peu contradictoires, bon, sans doute liées au fait que à la fois le marxisme, oui, le marxisme est un outil absolument indispensable pour comprendre le capitalisme, pour comprendre son fonctionnement, mais en même temps, c'est vrai que Marx et Engels étaient des hommes de leur temps, et donc c'est vrai que sur un certain nombre de choses, ils n'étaient pas totalement étanches à des illusions qui pouvaient exister dans la société, et c'est vrai qu'on trouve chez Engels cette très très belle citation qui est absolument magnifique, mais il y a aussi une forme de fascination pour le progrès, entre guillemets, et pour l'industrialisation, réellement avec une forme d'illusion sur le fait que c'était un point de passage obligé, qu'il y avait dans cette forme de production capitaliste une socialisation qui préfigurait ce que serait le socialisme. Force est de constater que c'est pas ce qui s'est produit. Bon, et ça a donné, y compris des choses, des formes de fascination, y compris chez quelqu'un comme Lénine ou chez Trotsky, parce que évidemment la responsabilité principale de la catastrophe écologique en Union soviétique, c'est celle de la contre-révolution stalinienne, mais il y avait chez Lénine et chez Trotsky une forme de fascination, y compris sur l'organisation, ce qu'ils appelaient l'organisation scientifique du travail, le taylorisme, qui est tout sauf une émancipation, une compréhension émancipée du travail, mais avec l'idée d'un nécessaire rattrapage. Je pense que cette vision un peu mécaniste de l'histoire, on doit revenir là-dessus. Alors c'est vrai que Marx avait eu je dis comme un homme de 100 ans,
des compréhensions extrêmement avancées des dommages qui pouvaient être produits, sur l'idée que chaque victoire se paye extrêmement cher. Il avait particulièrement insisté sur la question de la séparation ville-campagne, de façon tout à fait importante et débusqué parce que c'était un homme curieux qui s'intéressait aux travaux scientifiques qu'il y avait autour de lui, au fait que oui, le déplacement des populations dans les villes, leur concentration dans les villes allait rompre l'équilibre et le fait que les nutriments seront piqués à la terre, on ne lui rendait pas. En gros, que les excréments humains, ils étaient gaspillés, qu'ils allaient polluer les rivières, au lieu d'aller enrichir le sol, que ça, c'était un problème et que ça allait... Et il dit aussi une très belle chose, et puis la source de toute richesse, le travailleur, il faudrait dégenrer un peu l'affaire, et la terre. Donc il y avait un peu cette intuition-là, mais évidemment pas à la mesure. Je pense que d'une certaine manière, il y avait une sous-estimation de la place des paysans et du rôle qu'ils ont, quand même, avec une vision exclusive de la classe ouvrière comme classe révolutionnaire. Et puis, du coup, quand même un vrai problème du point de vue de la compréhension de la place des femmes, de leur oppression, de la place du travail de reproduction, etc. etc. Donc je pense qu'il faut, penser que le marxisme est un enrichissement absolument, et un outil absolument indispensable, mais comme outil. Et qu'un outil, on s'en sert, mais on l'améliore aussi au fur et à mesure qu'on s'en sert. C'est le meilleur, j'allais dire hommage, mais c'est la meilleure façon de l'entretenir, qui est un peu celle-là. Donc voilà. Après, y compris dans le mouvement ouvrier, le mouvement révolutionnaire tel qu'il est aujourd'hui, je dirais que il y a aussi une forme de révolution culturelle à faire. C'est vrai dans nos propres rangs, je pense que c'est très important, y compris par rapport à notre héritage, etc. On a beaucoup avancé, mais on a beaucoup avancé aussi parce que le mouvement, on n'est pas une secte coupée de ce qui se passe dans la société, donc on a été capable de comprendre ça, de percevoir la charge subversive des mobilisations et d'y participer et d'y apporter quelque chose. Je vois, moi, par exemple, comment, là, sur la question Lubrizol, parce que c'est compliqué quand il y a des questions industrielles, comment, avec nos faibles forces, le travail qu'on peut faire pour qu'il y ait un lien entre le mouvement syndical, le mouvement ouvrier et le mouvement écolo se vérifie, mais de minute en minute, quoi, parce que c'est pas la voie naturelle, et il faut une intervention consciente, et de ce point de vue-là, une intervention politique consciente est absolument indispensable. Après, force est de constater que dans le mouvement révolutionnaire, il y a quand même des gens qui n'ont pas fait cette révolution culturelle. Je pense que nos camarades de lutte ouvrière il y a du boulot à faire, quoi, avant d'en faire des éco-socialistes, en tout cas avant qu'ils n'intègrent la dimension écologiste dans leur programme comme une dimension à la fois stratégique et politique absolument essentielle et pivot. Je vous remercie beaucoup. Si vous souhaitez être informé des prochaines soirées et informé de ce que fait le NPA 34, vous avez des petits papiers à l'entrée, là, le camarade tient la table de presse, vous pouvez vous inscrire et on vous laissez votre adresse mail et on vous tient informé de la suite. Merci et bonne soirée. Merci.